Evan Sohan, vous êtes un jeune artiste qui commence à être reconnu à Maurice. Racontez-nous, comment cela a commencé? Quel a été le déclic pour vous? Dès petit, j'ai été frappé, on va dire, je me rappelle, autant que je peux aller le plus loin possible dans mes souvenirs, c'était une mobilette que mon papa avait dessinée. Donc j'ai été émerveillé par ça. Je me dis ah ouais, on peut quand même reproduire un peu ce qu'on voit autour de nous à travers les dessins. Et ça m'a frappé. Et du coup, depuis cet exemple, il me prenait l'envie tout le temps de dessiner. Et forcément, voilà, je le faisais à ma façon. Et oui, j'étais vraiment un vrai curieux de cet univers. Et après, on va dire le prochain déclic a été un dessin que mon cousin avait fait, je me rappelle, d'un Tortue Ninja. Et là, ça m'a foudroyé. et je me suis plus arrêté. C'est ce que je voulais. Je dessinais tout le temps derrière les cahiers. Je me rappelle, avant, derrière les cahiers, il y avait des tables de multiplication, etc. Et moi, tout le temps, je dessinais dessus pendant que maman essayait de me faire réciter ces tables. Et elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de dessiner, viens prendre les tables, etc. Parce que voilà, c'était comme ça. C'était pas encore vraiment... il n'y avait pas vraiment une ouverture, une compréhension à ça. Donc, on se disait, ah ouais, c'est bien, il fait ça pour plaisanter et badiner. Donc, c'est sympa, ça m'amusait, ça amusait tout le monde. Ainsi que les profs. Je me rappelle au collège, là, je commençais à vraiment montrer un plus grand intérêt à ça. Mais je restais toujours dans le naïf, dans le dessin animé, dans la bande dessinée. Donc, tout le temps, j'étais à créer des personnages, à raconter des petites histoires, des caricatures. Et là, je le faisais sur les tables à l'école. Je ne sais pas si les tables sont toujours là, mais il y en a plein où j'ai dessiné dessus. Donc voilà, et ça amusait les profs. Tantôt ça amusait les profs, tantôt ça les agaçait. Et donc voilà, oui, le petit Evan, il avait toujours cette envie de dessiner. Et après, vous avez fait une formation? Après, oui, pour mes études tertiaires, je suis parti en formation, mais pas dans les beaux-arts ou bien dans la bande dessinée, mais dans le graphic design. Donc j'étais à Londres pendant 3 ans. Pourquoi le graphic design et non les beaux-arts? C'est parce que voilà, je me cherchais toujours. Je me disais ok, peut-être que le dessin est une passion qui allait. Je ne sais pas où ça allait aboutir, mais je me disais que le graphisme était intéressant parce que ça pouvait venir ajouter à ce que je faisais, à donner une dimension différente. Et bien sûr, à cette époque, je n'étais pas encore vraiment averti dans les beaux-arts, etc. Donc voilà, je trouvais que ça se rapprochait, je pouvais vraiment donner une toute autre dimension à ça. Donc j'ai étudié le graphisme. Effectivement, ça m'a donné une toute autre perspective et c'est venu ajouter d'autres épices dans la marmite. Et votre première production, du coup, publique, disons, ça a été la BD? Première exposition publique a été la bande dessinée, effectivement, lors d'un concours de bande dessinée qu'organisait l'Alliance française à l'époque. Donc, j'ai fait 4 planches avec... 4 planches de BD avec un ami qui est scénariste, qui s'appelle Lyndon. Donc on s'est mis ensemble, il a fait l'histoire et moi j'ai fait le dessin. Donc suite à ça, j'ai été primé et après tous les participants de ce concours ont pris la décision justement de créer un magazine parce qu'il y avait une envie, il y avait une réelle envie que ce ne soit pas juste dans les concours qu'on se rencontre et qu'on produise, mais qu'on se rencontre et qu'on publie. Donc c'est là qu'on a travaillé ensemble pour publier un magazine qui s'appelait T-Comics. On a fait 3 éditions et ça c'est vraiment première publication, on va dire, publique de bande dessinée et j'avais 16 ans à l'époque. Ouais. Donc voilà. Après, il y a eu 3 autres concours, il y a eu 3 autres publications de magazines.
Et après, j'ai été embauché pendant quelques mois au journal L'Hebdo. J'ai été caricaturiste. Ouais, j'ai été caricaturiste pendant 4 mois, 5 mois, avant de m'envoler pour mes études. Et voilà, maintenant quand je pense à tout ça, je me dis que c'était vraiment un privilège parce que j'ai côtoyé plein de monde au niveau d'un milieu artistique et qui m'inspire toujours. Il y en a qui continuent et d'autres qui ont fait autre chose. Mais je veux dire, tout ce partage, cette rencontre à l'époque, vraiment a apporté vraiment une base très solide, on va dire, dans ce que je fais aujourd'hui. Et après, il y a eu une première BD sous forme de livre. Oui, après mes études, en retournant à Maurice. Donc, on s'est retrouvés avec quelques amis, quelques anciens de T-Comics. Et on s'est associé à l'Institut français de Maurice et on a sorti une bande dessinée qui s'appelle Il était une fois. Et on a fait venir un scénariste, Alain Brézeau, de France, pour justement guider ce travail pour pouvoir... il y avait tout un atelier avec les participants, les dessinateurs, donc on était à 8, je ne me trompe pas. Et c'était pour raconter l'histoire de l'île Maurice, du peuplement jusqu'à dans le futur. Mais bien sûr, c'était une histoire fictive. Et donc voilà, il était là pour nous accompagner, pour nous guider au niveau scénaristique et pour peaufiner le projet jusqu'à sa finition et sa publication. Donc ça a été vraiment le réel beau projet, vrai album de bande dessinée. Quand on dit vrai album, on a toujours ce cliché. Un vrai album de bande dessinée doit être avec la couverture cartonnée, avec les pages bien glossy, etc. Et c'était dans la manière, et c'était ça la vraie publication. Donc, je crois que c'était en 2009. Donc voilà, ça c'était une première publication de bande dessinée vraiment en bonne édition, mais ça s'est fait aussi, ça a été publié chez l'édition Vis-à-vis. C'est toujours disponible, je ne me trompe pas. Ouais. Et donc alors après, illustration, peinture. Malgré toutes ces collaborations artistiques, toutes ces productions, il y avait toujours cette il y avait toujours comme une guerre à l'intérieur de moi où j'étais un éternel insatisfait. Je ne comprenais pas. Je me disais, OK, c'est sympa, la bande dessinée excellent, le graphisme. Parce que, à noter que je faisais la bande dessinée, mais je travaille aussi comme graphiste dans une agence de publicité. Donc, tout ça a été passionnant, j'étais comme un poisson dans l'eau, mais il y avait toujours un gros questionnement où je ne comprenais pas, je n'étais pas sûr que ce que je faisais me nourrissait comme je voulais. Donc, du coup, j'étais arrivé à un stade, j'étais plus trop sûr que la bande dessinée était vers ce que je voulais vraiment partir. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ça devenait contraignant. J'étais un peu fatigué de rester dans les cases, quoique dans la bande dessinée, on peut aller en dehors des cases. Mais je voulais plus d'espace, je voulais plus de liberté. Et c'est là que je me suis dit, OK, que je me suis dirigé vers l'illustration. Illustration pour livres pour enfants ou l'illustration en général. Pourquoi l'illustration ? Parce que, OK, nous restons un peu dans le même univers, mais sauf que on élargit un peu l'espace. Donc, l'horizon est presque un peu plus infini, on va dire. Et voilà, c'est là que je démarre dans l'illustration. Et là, j'ai des projets. On m'approche pour justement faire des livres illustrés. Et le vrai premier projet de livre illustré, c'est justement Lillette Gaspard. Et il y a eu d'autres projets d'illustration commerciale ou événements culturels. Et là, vraiment, je prends plaisir à le faire. Et ça a été un beau parcours. Jusqu'à ce que, encore une fois, cette guerre, la guerre ne s'arrêtait jamais parce que, OK, j'ai illustration, parfait, excellent, mais j'étais toujours insatisfait, je ne comprenais pas, j'ai dit, OK, donc, qu'est-ce que je veux vraiment, je ne comprends pas.
toujours ce questionnement éternel jusqu'au jour où, lors d'un festival de livres, le festival de livres Confiance, je fais la rencontre d'un ami artiste, Gaël Froger, où il me dit « Mais Ivan, tes illustrations, ils se prêtent bien dans la peinture, en peinture sur un tableau. » Et là, bon, j'ai rigolé, je me dis « Ok, je me vois. » Pour moi, c'était inaccessible. Je me dis « Ok, c'est resté là, alors hier, dans la tête. » Jusqu'au jour où vraiment, j'achète un grand papier et je me mets à faire ce que je fais en petit format sur ce grand format. Et c'est là le gros déclic. Ça, je dis, ok, ça me parle encore plus parce que ça me permet de dire encore plus de choses. Donc voilà, c'est à cette étape où vraiment je me mets à peindre, à aller sur un grand format et où je me plais vraiment dans ce médium. Et en même temps, je découvre la peinture peinture murale, les fresques murales, toujours à travers, avec Gaël et deux amis, on va vraiment mettre nos pattes sur les murs. Et voilà, c'est de là où tout démarre. C'est là où tout démarre et tout s'enchaîne parce qu'en même temps, il y avait tout l'engouement, toute la naissance des festivals culturels de musique. Et il y en avait 3, 4, 5 par an et tout était super bien organisé. Et première fresque se passe au festival EcoBridge à Tamarin. Après le festival EcoBridge, on a tout de suite s'enchaîne le festival Port-Louis by Light. Et là, il m'approche et il me propose de faire un mur dans Port-Louis, donc un super grand mur. Et c'est là où vraiment je dis, OK, il n'y a pas si longtemps, je dessinais sur du A4 ou du A3. Et là, j'ai un mur de 25 mètres de long par 3 mètres de haut. Que fait-on? Et voilà. Et c'est là que je me dis, OK, un grand mur, il faut que ce soit une couleur qui attire tout le monde. Et là, je me dis, OK, je vois du bleu et à partir du bleu, je vais composer le dessin. Et c'est comme ça qu'on a ce mur aujourd'hui qui est un peu présent. À la rue Édith Cavell. À la rue Édith Cavell, oui. Est-ce que c'est une expérience différente? Est-ce que c'est une sensation différente de peindre sur un énorme mur ou sur du papier? La sensation... Enfin, se peindre sur un mur, sur du papier ou sur de la toile, je pense que il y a ce même, on va dire, c'est ce même voyage, parce que je suis enfermé pour tous les 3 médiums, je suis enfermé dans la même bulle, et cette bulle, c'est on va dire ce terrain de jeu qui est infini. Donc c'est un jeu dans ma tête. Il y a une conversation avec moi-même, il y a une conversation avec les couleurs, avec les traits. Et je me plais à dire des choses, à faire des choses, ou à faire dire des choses que moi seul comprends. Et que ce soit sur papier ou sur une fresque, sur un mur de 25 mètres, c'est la même chose. Chaque trait est un jeu, chaque couleur est un jeu, chaque interaction avec des personnages est un jeu. Et c'est pareil. La seule différence, c'est sur un mur, sur un papier, c'est l'aspect physique. Donc, monter, descendre sur une échelle, aller parcourir le soleil, c'est juste physique. Et après, le passage des gens, donc, qui peut vous distraire ou bien qui peut aussi être vraiment bénéfique parce que ça apporte dans la création de la peinture. Donc, c'est ça vraiment la seule différence que je peux voir entre une création publique, c'est-à-dire sur un mur, et vraiment ce qui se passe dans mon atelier. Mais sinon, c'est le même processus, c'est le même terrain de jeu. Mais c'est l'idée avant, c'est la composition avant, c'est les couleurs avant. C'est quoi le processus de création? Le processus de création, ça change. C'est les couleurs avant, c'est l'idée avant, c'est la composition avant. Ça dépend vraiment de l'inspiration du moment. Je disais le mur, prenons le mur à Port-Louis d'Édith Cavell, le mur bleu, c'était la couleur avant. J'ai vu le bleu, j'ai vu un grand mur bleu, je me dis OK, on reste sur le bleu, maintenant que fait-on sur ce bleu? Donc après j'ai composé avec d'autres couleurs, avec l'histoire et la narration qui est venue.
Par contre, pour mon expo l'année dernière, Kimanière, qui s'est tenue à la galerie Imaya, ben, c'était l'histoire. Qu'est-ce que je voulais raconter, qu'est-ce que je voulais dire. Donc, j'avais l'histoire avant et après, je venais composer l'image. Donc, voilà. Et après, il y a des compositions comme là, j'ai fait un tableau. Ce tableau, par exemple, la bleue là, le bleu, c'est une maison. Il y a plusieurs maisons quand on longe la rue Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. Il y a des maisons sur la droite, si on sort de Port-Louis. Il y a des maisons, des petites maisonnettes colorées. Et je m'arrête sur une maison bleue. Et avec les fenêtres, on va dire, les fenêtres jaunes, la porte était fermée. Et je me suis dit, j'aurais aimé savoir comment était la maison à l'intérieur. J'ai envie de vraiment rentrer dans cette maison. Je n'ai pas pu rentrer parce que forcément c'était fermé et j'étais en voiture. Mais voilà, j'ai décidé d'entrer à travers la peinture. Et ça, c'était la composition. Donc je me dis, ok, je vois la maison, je vois le canapé, je vois quelques plantes et je vois une chambre plus loin et je me dis que la chambre, les murs sont jaunes. Je vois un tableau de flamboyant parce que je me dis, ok, dans toutes les maisons presque dans toutes les maisons mauriciennes, on va dire, il y a un petit flamboyant, un petit dessin, enfin, assez typique. Et voilà. Donc, ça dépend du moment, ça dépend de l'inspiration, ça dépend de plein de choses. Et je ne veux pas trop m'arrêter à une formule. Et l'exposition qui a précédé celle de Kimanière? Alors, en 2017, Fréquenté, justement, qui s'est tenue à la galerie, toujours à la galerie Maya. Là, c'était encore différent. On va dire que c'était encore un peu plus où j'étais dans l'exploration. Et Fréquenté, c'était vraiment l'idée où ce mélange, suite à mes fréquentations, suite à mon parcours, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pris durant ce cheminement, qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc, il y avait ce mélange de l'univers du graphisme, de la photographie, de la bande dessinée, de la peinture. Donc, Fréquenter, c'était vraiment aller dans les endroits, on va dire, atypiques de Maurice, aller vraiment dans des ruelles, prendre des photos de bâtiments, des endroits abandonnés. Je prenais les photos et après, je repeignais sur ces photos. Mais il y avait tout un travail de graphisme, de mise en beauté de la photo. Et j'ai imprimé sur du papier, de peinture. Et là, je peignais sur la photo. Et c'est ça qui donnait justement, on va dire, qui a donné cette expo. Donc, c'était vraiment un beau mélange. C'était vraiment un remerciement, si tu veux, à tous ceux qui ont vraiment apporté dans la construction, si tu veux, de ce personnage, de cet univers qui s'est construit aujourd'hui. Et voilà. Mais en fait, quelles que soient vos productions, on reconnaît toujours la patte des Van Zoen. Et en particulier les personnages Toudim et Bonhomme Songe, qui sont à la fois joyeux, tendres, mais en même temps un petit peu inquiets, préoccupés. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces personnages? Il y avait, ça remonte un peu. Je crois que quand j'étais en études à Londres, j'avais un ami de classe. Ce qui était intéressant, parce que lors des études, il y avait un mélange. Donc moi j'étais fresh year, on va dire, de degré. Après on était mélangé à ceux qui faisaient des masters. Donc j'avais des étudiants qui étaient déjà dans le milieu artistique, qui étaient vraiment dans le milieu commercial, publicitaire. Et j'avais fait une peinture et il me dit, waouh, tes couleurs sont extraordinaires. J'aime bien tes personnages. C'est vraiment coloré, c'est vraiment fun, c'est vraiment joyeux. Mais il y a une très grande tristesse dans tes dessins. Et ça m'a frappé parce que c'est vrai, mais c'est la première personne qui me dit ça et c'est ce qu'il a vu avant. Et il me dit, mais tu masques un peu cette tristesse à travers ces couleurs. Je dis, ouais, ben, tu as tout compris.
Et du coup, je me dis, ok, mais je peux pas éternellement mettre que de la couleur. Forcément, mon historique qui est la bande dessinée, c'est tout le temps de raconter. Il y avait tout le temps une narration à travers des personnages. Et moi, j'avais tout le temps cette envie de créer ce personnage. Et c'est comme ça, on va dire, qu'est venue, on va dire, la naissance de Tudim, qu'il est aujourd'hui. Mais Tudim, il a commencé à travers un chat. Il avait tout le temps un chat. Après, je me dis, mais pourquoi un chat? J'aime bien les chiens, parce que les chiens, on n'en trouve pas tous sur les rues mauriciennes. Et il est devenu un chien. Et je me dis, ok, mais le chien, je veux quand même qu'il ait des caractéristiques humaines, qu'il puisse se tenir debout, qu'il puisse danser. Donc, du coup, c'est là où le chien, il se met sur pattes, sur ses deux pattes. Et du coup, voilà, c'est là que naît Tudim, c'est là que, voilà, c'est comme ça qu'il est présent. Donc, à travers lui, ben, je raconte plein de choses, je dis plein de choses, je me cache des fois derrière lui. Et oui, il est entouré d'un monde coloré, d'un monde avec une musique vraiment entraînante, une musique joyeuse, tantôt triste, tantôt mélancolique, mais voilà, il est ce qu'il est. Et à la fin du jour, c'est quelqu'un qui vit dans un monde où il se recherche, dans un univers où il se recherche, qui est en construction. Et c'est ça en fait. C'est ça qu'il raconte. Je m'arrête pas. Je veux pas dire que voilà, il s'arrête à ça parce que ça. Demain, je sais pas de quoi sera fait et ce sera toujours là d'ailleurs. Donc, il y a. Par exemple, pour mon expo Kimania à la galerie Maya, ben, je disais à la galeriste, ok, je vais pas mettre Tudim, je vais faire autre chose. Elle m'a dit, ok, mais 2 mois avant vraiment la date, ben, il est revenu en force stock. Vous avez, dans le cadre de la célébration du centenaire Hervé Masson, vous avez publié un livre qui s'appelle Hervé par Evan. Racontez-nous la genèse de ce livre. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre? C'était une aventure extraordinaire où vraiment je me suis mis des challenges où moi-même je ne savais pas que je pouvais le faire, dans le sens que c'est là où je propose, lorsqu'on m'a parlé du centenaire d'Hervé Masson et du projet qui allait se tenir tout le long de 2019, sans réfléchir, je propose de faire un livre sur cet artiste que j'admire non seulement par ses peintures, mais ce qui me touche vraiment, c'est un infatigable. Il s'est jamais arrêté. Il est tout le temps à la recherche, tout le temps. Il avait tout le temps soif de découvrir plein de choses, surtout de la peinture, l'écriture, la politique. Et c'était un vrai engagé. Il y avait tout le temps un désir brûlant de faire les choses avancer. C'est ça qui m'a beaucoup inspiré. Je me dis, ok, il faut en parler de ça. C'est pas. J'ai vraiment envie de raconter une histoire, tout de ça. Sauf que comment? Il y avait l'idée d'un livre, mais quoi? Ok, faire un livre de peinture, non. Oui, peinture, oui, mais comment accompagner ça de mots? Donc, mais en même temps, il n'y avait que moi qui savais comment dire ça. Et voilà. Jusqu'au jour où je me mets dans un jour de trafic où j'étais vraiment bloqué pendant plusieurs heures. Je devais l'échéance était pour que justement je présente le projet, parce qu'il fallait il fallait démarrer le projet. Avant c'était un peu dans les nuages, on en parlait, mais concrètement il fallait venir avec un plan. Et c'est là qu'en une demi-heure, m'est venue l'idée d'un texte où j'écris le poème. Donc c'était un voyage, on va dire, qui retrace un peu son parcours, sa vie vraiment très courte, des poèmes en créole très courts et accompagnés de peintures. Et ces peintures, justement, étaient tout aussi un voyage dans le sens où c'était abstrait
et où il fallait vraiment rentrer dans cet univers pour comprendre, et on avait plusieurs interprétations différentes, mais ça restait assez personnel. Donc voilà, c'était un gros challenge, mais un gros moment de partage qui a vraiment apporté dans, si vous voulez, dans mon parcours. Dans le livre, justement, vous posez une question qui revient tout le temps comme un mantra, qui dit « Assisé, qui sert-il » Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette phrase? Ouais, cette phrase « Assisé, qui sert-il », je crois que ça résume bien, avant tout, mon état d'esprit, ma philosophie un peu de vie. Et c'est surtout, c'est ça qui m'a le plus parlé chez Hervé Masson. Lorsqu'on m'a raconté, lorsque j'ai fait mes recherches, et lorsqu'on me racontait un peu qui était ce personnage, Hervé Masson, et je me suis totalement retrouvé. Je me dis, ok, mais on partage un peu cette même philosophie. Et Assisé qui sert-il, ça veut juste dire pourquoi rester là à se contenter de ce qu'on a, mais allons découvrir, allons faire autre chose. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi c'est un peu cette recherche artistique qui ne s'est jamais arrêtée, on va dire, dans mon parcours. Et c'est ça que je retrouvais chez Hervé, parce qu'il a fait plein de choses. Non seulement il est artiste peintre, mais il est aussi écrivain. Fait de la politique, il était vraiment engagé dans ce qu'il entreprenait. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment inspiré, justement. Et ça a été le fil conducteur un peu. C'est la base de toute l'histoire autour de ce livre. Quelles sont vos influences? Mes plus grandes influences restent on va dire j'aime bien utiliser ce mot, mais cette sonorité, la sonorité de Maurice, c'est cette couleur, c'est un peu là, mon atelier, il est là, il y a beaucoup de passages autour, il y a du bruit, c'est ce bruit qui m'inspire, c'est les gens, c'est la façon, c'est la façon de vivre, c'est la musique, c'est les couleurs atypiques que nous retrouvons partout, c'est l'architecture mauricienne. C'est ce mélange. Donc ça m'inspire vraiment. Et c'est ça qui est le socle, on va dire, de création. Et forcément, vient se rajouter à ça les créations artistiques qui ont émané, on va dire, de tout ça. Donc il y a des artistes des artistes mauriciens et aussi internationaux qui ne cessent de vous nourrir. Déjà, Hervé Masson, j'adore ce que fait Fabien Kangou. J'adore Charroux. Il y a tellement d'artistes donc, qui m'inspirent un peu partout. Donc, je disais, le moment graphique, je me rappelle d'un auteur qui m'avait vraiment... c'était un gros déclic, c'était Jean-Philippe Stassen, c'est un auteur belge. Alors là, qui a un univers esthétique extraordinaire, mais tout en restant naïf, mais il a une façon de raconter les histoires qui vous foudroie. Et ça a été... Donc, c'est un des artistes, justement, qui m'impressionne le plus. Et voilà, donc, dans les beaux-arts, David Hockney, Banksy, Banksy de Street Art. Evan Sohen, vous êtes vous-même un grand travailleur. Vous jonglez entre plusieurs activités quotidiennes, un emploi de graphiste, une production artistique intense et votre vie d'époux et de jeune père. Quelle est la place de la peinture pour vous dans cette vie multiple? Oui, vie multiple, je crois que c'est le cas de le dire. Je crois que je n'ai jamais, on va dire, choisi la facilité. Il y a eu... Donc, c'est clair que j'ai une vie bien remplie et donc je suis papa de deux charmantes petites filles. Et ben, je me suis organisé et c'était important parce que je savais que je ne pouvais pas vivre sans la peinture. Mais je peux pas ne pas être avec ma famille parce que
ces deux me nourrissent mutuellement pour faire un peu ce que je suis aujourd'hui. Donc, et je me suis organisé pour faire de la place à ces deux, parce qu'avant, je travaillais justement à plein temps. Et j'ai vraiment décidé de me mettre à mi-temps et d'avoir du temps de créer en journée, donc dans les heures de bureau, on va dire, et le soir d'être avec ma famille, d'avoir du temps pour la famille, parce qu'avant, quand j'étais à plein temps, je travaillais le soir, j'étais dans les week-ends, donc c'était tout le temps dans le travail, et c'était vraiment à la naissance de ma fille aînée. J'étais obligé, je ne pouvais pas, parce que la peinture a une place tellement importante. C'est ça qui fait que je sois un bon père, parce que j'imagine même pas si j'avais laissé la peinture, je crois certainement j'aurais été frustré, et peut-être que ça aurait été pas intéressant pour mes enfants, pour ma femme. Donc du coup faire ces places, garder ces deux-là, que ce soit un bon équilibre, je pense que c'est ça qui a été qui est un peu, on va dire, la formule qui marche pour l'instant. Et j'arrive à jongler, et c'est vraiment épanouissant. Et les deux me nourrissent l'un et l'autre. Et voilà, que ça dure. Et comment vous voyez la suite de votre art? J'ai plein d'envies, j'ai tout le temps envie de faire des trucs, d'aller ailleurs. J'ai tout le temps ce désir d'animer mes études, de faire un dessin animé. Je sais pas, peut-être que ça va être ça, lors d'un projet, mais sincèrement, ça reste. Je me plais dans les tableaux, je me plais dans ces formats. Je pense que je vais rester dans ces formats, sauf que c'est encore en évolution. Et j'avais lors de discussions avec un ami il y a quelques jours de cela, où je le partageais, mais je me rends compte que maintenant, je deviens l'opposé de qui j'étais avant mon idéologie. Avant, j'étais un impatient. Je devais faire un tableau en un jour. Je disais que, ok, je vais pas m'attarder, je vais vraiment essayer de trouver l'essence de ce que je vais dire en quelques traits, en quelques jets de peinture, et c'est fini, parce que j'étais un impatient. Je voulais voir le tableau terminé. Et aujourd'hui, ce tableau-là, ça fait 5 semaines que je suis à le peindre. Et non seulement l'univers graphique, il devient de plus en plus minutieux. Avant, c'était toujours minutieux, mais c'était dans la rapidité. Et c'est là qu'il me dit, mais c'est l'évolution. Donc, je ne sais pas demain comment sera fait, mais je pense que pour moi, ce que je souhaite, c'est que demain soit toujours dans l'évolution constante, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Merci Evan Sohen. Merci.